La clé et la croix de Giacometti et Raven. Revenu du royaume perdu et de sa quête du livre d'Enoch, sa précédente aventure avec le carnet de Tristan son aïeul en poche, voici Antoine Marcas de retour dans La clé et la croix. L'histoire commence avec la mort dans son jet privé du magnat de la mode Gianfranco Vernazzi. L'homme a avalé une gélule empoisonnée plutôt que de dévoiler son secret, alors même que son jet privé était hacké par une intelligence artificielle. De son côté, Antoine, qui a repris du service, s'est infiltré au cœur d'une secte, l'OTTR, l'Ordre du Temple et de la Terre ressuscité. Alors que le groupe d'adeptes se retrouve en lisière de forêt près d'un menhir, la DGSI débarque. Il faut dire que le gourou de la secte utilisait son organisation pour organiser justement un trafic d'armes depuis les pays de l'Est en direction des banlieues. Antoine est remercié de ses services et rendu à sa liberté. Mais la femme du gourou, von Salzmann, le rattrape et lui propose un deal qu'il ne peut refuser. À la mort du magnat Varnase, ses enfants Lupo, Giulia et Salvatore se disputent son empire. Dans son testament, l'homme a spécifié que remportera le gros lot celui qui sera capable de répondre à l'énigme à laquelle est rattachée une clé. Antoine Marcas, de son côté, décide de partir sur la piste de Tristan son aïeul et se rend pour cela à Nice. Pour indice, il détient une photo avec une simple note. Nice, aux têtes de la clé étoilée, à l'ombre de Jean-Baptiste Delacroix, le sang de Vénus, Pontus. Après un arrêt aux archives de la ville, son enquête l'amène à l'hôtel particulier qui était autrefois l'hôtel qu'avait acheté Tristan. De nos jours, celui-ci appartient à une famille italienne, les Varnese. À la poursuite d'indices, Antoine fait croire qu'il enquête sur une série de tableaux volés pour pouvoir se faire ouvrir les bureaux des Varnese. Dans le bureau de feu Gianfranco, il tombe sur un tableau dans lequel il retrouve une partie des indices qui va pouvoir le mener à la suite de la trace de l'histoire de Tristan Marcas. Mais il se trouve que son énigme est également en partie celle des enfants Varnese, qui doivent découvrir l'origine de l'empire bâti par leur père Gianfranco. Dorénavant, il faudra à Antoine, bon gré mal gré, faire équipe avec Giulia Varnese. En 1809, le général Étienne Radet, héros des guerres de la Révolution et chef de la gendarmerie de Napoléon, est sur la piste d'un groupe de conspirateurs qui menacent l'Empire. Lors de l'assaut, il trouve un prêtre et des lettres manuscrites dont il reconnaît aussitôt l'écriture. La divulgation de ces lettres pourrait faire trembler l'Empire, d'autant que Napoléon est sur le point de divorcer de Joséphine. L'empereur souhaite un héritier, mais également étendre son hégémonie en partant sur les traces du grand Alexandre le Grand. Seulement, les caisses de l'État sont vides. Qu'importe, Cambacérès et Talleyrand ont une idée. Trouver l'endroit où repose le trésor des Templiers, et pour cela il faut aller fouiller les archives du Vatican. Mais ils ne sont pas seuls. Un ordre ancien dont les membres portent en guise de tatouage une croix croisée à une clé est chargé lui de veiller sur ce secret que pourraient menacer les hommes de Napoléon s'ils mettaient la main dessus. Le lecteur va suivre cette histoire sur 2 temporalités, comme c'est parfois le cas dans les aventures de Marcas. Ici donc, nous suivons d'une part Antoine et Giulia, ainsi que le frère de Gianfranco Vernese, le cardinal Battista, et de l'autre côté, le général Radet, Fouché et Cambacérès et Talleyrand. Cette nouvelle aventure nous entraînera donc à Paris, Nice, mais aussi à Milan, à Florence, à Rome et bien sûr à Versailles. Le livre est long et le contenu dense. Il fait quand même 480 pages et il y a beaucoup de personnages. Peut-être trop d'ailleurs, car on s'y perd à force de faire des allers-retours et parfois il est nécessaire de revenir en arrière pour tout comprendre et reprendre le fil de l'histoire. Parce qu'il s'agit bien de 2 aventures distinctes que nous suivons, même si celles-ci, vous vous en doutez, vont finir par ne plus en faire qu'une. Et dans les aventures, il y a aussi d'autres aventures qui viennent corser le tout, notamment l'affaire des lettres. Alors il est vrai que cela pourrait rebuter et que tout cela nous paraît quand même un peu longuet. Par contre, au niveau historique, rien à redire.
C'est bourré de détails, on a l'impression d'être dans l'action en 1809 aux côtés d'Étienne Radet et de côtoyer tous les grands personnages de l'État. De ce point de vue, c'est une pleine réussite, mais trop de protagonistes tuent l'intérêt qui finit, je dois bien le dire, par s'essouffler. C'est long, très long. Et si par malheur vous songiez à sauter quelques pages, alors cela en serait fini de votre lecture car vous ne comprendriez plus rien. Bref, trop de longueur qui enlève du souffle à l'histoire. Bien sûr, comme à leur habitude, les auteurs ne manquent pas de nous faire un petit cours sur la franc-maçonnerie. Cela tombe bien puisque nous assistons à une initiation présidée par Joséphine, l'épouse de Napoléon, en personne. Pour conclure, ce n'est pas le meilleur des aventures d'Antoine Marcasse. Je préfère nettement celle ayant pour héros son aïeul, Tristan. Cela dit, un Giacometti et Ramen, c'est toujours sympathique à lire et du point de vue historique, même si cela est romancé à la Dumas, j'entends Alexandre Dumas, c'est-à-dire un peu rocambolesque, ici on en retire toujours quelques faits historiques qui nous sont détaillés en annexe. Et ça c'est quand même bien. Et si vous êtes comme moi, vous irez chercher sur un moteur de recherche le portrait du fameux Étienne Radet. Quant à La main de sang, dommage, le personnage est fictif. La clé et la croix, un roman auquel j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un commentaire, c'est bon pour le référencement YouTube, de partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditourdunlivre.com.